Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous présenter ce soir un film qui est programmé dans qui est inscrit dans notre programme, le programme du Festival du cinéma d'Afrique, et que les spectateurs, les cinéphiles, les gens qui nous suivent peuvent le trouver dans notre catalogue du 18e Festival du cinéma d'Afrique. Je suis heureux de le présenter ce soir en présence du réalisateur, Kiswen Sida Parfait Kaboré, que je remercie d'avoir aimablement accepté d'être avec nous ce soir dans cette salle du César de la ville d'Apt, qui aujourd'hui, comme vous le voyez, n'est pas comme d'habitude garnie pour les raisons que vous savez, et dont nous remercions la direction de l'avoir mis à notre disposition. Je suis heureux d'avoir avec moi, comme d'habitude, Olivier Barlet qui va avec moi mener ce débat. Kiswen Sida Parfait Kaboré, c'est donc le réalisateur de ce film intitulé Après ta révolte, ton vote, film burkinabé. Peut-être deux mots pour te présenter, tu nous corrigeras. Ce qui est frappant dans ta biographie, c'est que tu es très très jeune. C'est pas très fréquent, je crois, dans le cinéma africain, alors même que tu étais lycéen, tu avais cofondé un ciné-club. Oui, exactement. Depuis le lycée, j'avais cette passion-là pour l'image. Et donc, avec des amis, on a eu l'idée de créer un ciné-club. Voilà. Ça, c'est quelque chose déjà de très très important qui peut-être nous aidera à comprendre tout à l'heure comment ce film il est fait. Mais il y a aussi autre chose dans ta biographie qui a attiré mon attention, c'est ta double formation, parce que tu as fait des études de droit, n'est-ce pas? Ouais. Et en même temps, tu as fait des études de cinéma. Ouais. Donc voilà. Et donc cette double sensibilité, elle va tout de suite apparaître dans ce film, évidemment, qui parle du Burkina et qui d'un événement, évidemment, historiquement extrêmement important, puisqu'il s'agit, on est en 2015, et c'est un moment essentiel dans l'histoire du Burkina contemporain, puisqu'on passe vers la démocratie. Et ce film-là, c'est le deuxième d'une trilogie précisément consacrée à ces événements-là, politiques du Burkina. Ouais, voilà. Évidemment, quand tu as commencé à faire tes études, tu as aussi côtoyé des cinéastes burkinabés importants, dont je citerai notamment Gaston Kaboré, qui porte le même nom que toi, mais qui n'est pas forcément un parent, mais il est d'une parenté spirituelle voilà, importante. Donc tu as eu déjà travaillé dans le domaine du cinéma avant même de commencer à réaliser. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose dans la biographie. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses, mais j'ai juste retenu ce qui me paraît significatif, qui risque de nous, qui est de nature à nous aider à comprendre le film de ce soir. C'est, Olivier, un film évidemment politique, directement aux prises avec un événement. C'est quelque chose de difficile et de compliqué pour les documentaristes. Et on va voir évidemment ce soir comment Kiswen Sida s'est pris pour à la fois capter cet événement, en rendre compte et en même temps le mettre en scène, mais au sens cinématographique du terme. Tout à fait, oui. Et c'est un film sur la Révolution, mais c'est un thème qui, dans ta biographie qu'on évoquait à l'instant, qui revient tout le temps. C'est-à-dire que donc ton film précédent s'appelle Après, avec la Révolution, et puis le thème révolutionnaire va traverser en fait tout ton intérêt, quoi. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose dès le début du film qui est assez frappant, c'est la figure de Sankara.
Elle apparaît en graffiti sur les murs, on la voit sur des t-shirts, etc. C'est un petit peu une sorte de figure tutélaire qui vient traverser le film quelque part. Il y a une référence un peu permanente à Sankara. Et ma question immédiate, ce serait de dire, aujourd'hui, alors que la révolution a chassé donc Blaise Compaoré, que dans le film vient le coup d'État de Diendéré, qui a été un partenaire de Blaise Compaoré dans l'assassinat de Sankara. Qu'est-ce qui, pour les Burkinabés aujourd'hui, qu'est-ce qui représente aujourd'hui encore Sankara? Disons que la figure de Sankara a toujours été présente au Burkina Faso, même si on a su que les dirigeants d'avant ont voulu effacer sa mémoire. Mais cette jeunesse qui occupe actuellement le terrain au Burkina se sont toujours réclamés les héritiers de Sankara. Et aujourd'hui, plus que jamais, la figure de Sankara est vivante, quoi. Mais alors on le porte en t-shirt comme on porte Che Guevara, quoi. Mais je dirais, est-ce que c'est au-delà d'une sorte de figure mythique, historique comme ça? Est-ce que les jeunes aujourd'hui peuvent citer Sankara? Est-ce qu'il y a une connaissance véritablement du personnage et de son... Je pense qu'il y a une connaissance pour beaucoup de jeunes qui se réclament être les héritiers de Sankara. Et même, ils arrivent même à poser des actes en faisant allusion à Sankara. Par exemple, les reboisements dont Sankara avait initié, nettoyer les rues comme Sankara le faisait. Je pense qu'il y a cette conscience-là que Sankara a posé des actes et qu'on doit aussi appliquer ces actes-là. Et donc, c'est au-delà de porter les t-shirts, même si on sait qu'on ne fait pas toujours comme Sankara, on essaie de tendre vers ce qu'il faisait. Parce que par derrière cette question-là, il y a aussi la question et qui va être une question qui revient très souvent dans le film, qui est la question de politique, de comment on dirige un pays, donc avec la question des élections, et de comment on réagit en tant que citoyen quand il y a un coup d'État. C'est-à-dire que Sankara, c'est un petit peu... ça remonte donc aux années 80, et aujourd'hui, les grandes figures historiques, prophétiques, on va dire, les grandes figures révolutionnaires qui ont pu faire changer les choses dans les pays sont plus vues de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a une évolution par rapport à cette... je veux dire, aujourd'hui, quand on fait de la politique, on a tendance à demander de la participation de tous. Le ballet citoyen, c'est un mouvement citoyen qui a ce discours, que tous doivent participer, etc. Et on n'est plus à vouloir confier son destin dans une figure emblématique. Donc, comment ça se situe aujourd'hui, cette évolution qu'on retrouve un petit peu dans la conception de la politique un peu partout, et par rapport à la figure de Sankara, est-ce qu'elle évolue? Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment une différence par rapport à l'époque de Sankara, parce qu'au temps de Sankara, il appelait aussi à la participation du peuple, de la population. Il disait que c'est ensemble qu'on pourrait faire les choses. Et c'est de la même manière que les jeunes actuels essaient de reprendre pour appeler tout le monde à mettre la main dans la pâte. Ce qui a évolué, je peux dire que les jeunes sont plus prêts à faire comme Sankara à se sacrifier en disant « Ok, le gars, il veut me tuer, donc je laisse faire ». Non, les jeunes actuellement, ils veulent répondre le coup par le coup. Ça a beaucoup évolué, parce qu'on n'a pas envie encore de subir ceux-là qui mettent du retard, quoi. Donc ça a évolué. Et l'évolution au niveau par rapport à Sankara, c'est qu'on est maintenant à l'ère du numérique, on est des enfants de smartphones. Donc, on fait les choses en tenant compte de notre époque, de notre environnement. Mais Kefren Sida, ton rapport personnel, parce qu'on a envie de savoir, quand on regarde le film, on a envie de savoir quel rapport vraiment tu as eu avec d'abord l'événement lui-même, l'insurrection, et aussi ce mouvement particulier qui est le ballet citoyen, personnellement. Moi, personnellement, disons que ma relation avec Sankara, d'ailleurs, j'ai dit que dans tous les films que je ferai, peut-être qu'il y aura des traces de Sankara. Ça, c'est un choix personnel que j'ai décidé parce que c'est une figure qui m'inspire, Et donc, moi, je ne l'ai pas vraiment connu en tant que président
Quand il est venu au pouvoir, Non, il est venu au pouvoir 1 an après, je suis né. Et donc, j'étais gamin. Mais sauf que j'ai été... Mais ma mère me disait ça, je ne sais pas pourquoi j'ai ce caractère. Elle a l'impression que c'est parce que je suis né à la période révolutionnaire. Et je le prends comme un compliment et j'avance. Et donc, du coup, moi, ça m'a toujours fasciné, cette image de Sankara. Et en creusant beaucoup, j'ai vu que ce gars, il a posé des actes. Et à mon avis, je pense que c'est des actes qui doivent être posés. Et donc, j'épouse son idéologie et voilà. Et donc, cela m'a conduit à adhérer au mouvement Balai Citoyen parce que je l'ai dit, je suis membre du Balai Citoyen. Je suis Cibal, comme on le dit, Cibal Citoyen Balayeur pour les hommes et Cibel pour les filles. Et donc, je suis membre à part entière dans ce mouvement-là parce que j'ai considéré que ce mouvement représentait quelque chose dans la sphère politique au Burkina où je pouvais adhérer. Parce que je rappelle que l'ensemble du film, il est vu à travers le Balai Citoyen. C'est ça. Vraiment, c'est à travers ce prisme-là, à travers ce mouvement-là que tout est perçu. C'est ça, parce que je disais souvent, si je n'avais pas été cinéaste, si je n'avais pas eu une caméra, peut-être que j'aurais eu mon balai dans la rue. Et donc pour moi, j'ai eu la chance d'avoir une caméra. Je me suis dit, au lieu de tenir le balai, il faut que je tienne la caméra pour témoigner de ce qui se passe. Et c'est en quelque chose me filmer. Et voilà, c'est mon rôle aussi. C'était ta façon à toi de participer d'une certaine manière, mais par la caméra. Par la caméra, et voilà, c'est pour moi garder en mémoire ce qui s'est passé. Alors le but de nos questions, c'est un petit peu de t'amener à nous éclairer un peu sur le mode de production de ce film, c'est-à-dire comment tu l'as pensé, comment tu l'as peu à peu réalisé. Ce film, il est en 2 parties. La première étant le coup d'État, la réaction du Balai Citoyen et d'un certain nombre de gens comme ça pour arrêter le coup d'État. La deuxième partie étant les élections sont donc sur un temps beaucoup plus long et où ton mode d'intervention est plus le même. C'est-à-dire qu'au départ, tu es pris par les événements, tu sors ta caméra et tu filmes ce qui te tombe un peu sous la main. Et puis dans le deuxième temps, là, tu as la possibilité beaucoup plus de pouvoir élaborer un dispositif. Ce qui m'a frappé en voyant le film, c'est qu'on a l'impression, et là, c'est une question qu'on peut te poser, qui est à la fois une question de montage, même de mise en scène pour la deuxième partie. On a l'impression que ce qui t'intéresse fondamentalement, ce que tu retiens en tout cas pour nous montrer, c'est les stratégies. Les stratégies qui vont permettre à un mouvement citoyen dans la rue d'affronter des gens armés. Et de pouvoir, alors il y a les téléphones on les prend par derrière, on se faufile, etc. C'est toute cette mise en place de la stratégie, comment on peut réagir, comme font aujourd'hui les Birmans, par exemple, par rapport à ce qui leur arrive. Et puis, dans la deuxième partie, là, j'ai l'impression que tu as un petit peu plus de recul, on va dire. Tu donnes un petit peu la parole aux différents partis, tu vas voir des meetings différents, etc. Et là, j'ai l'impression que le Balai Citoyen est encore très présent. Et là, c'est la question de la parole. C'est-à-dire que on est véritablement dans... Tu essaies de capter la parole au sens des débats qu'il peut y avoir, etc., et qui vont se terminer par cette apothéose, on va dire, à la fin du film, qui est la grande question de comment on peut faire la révolution dans un pays comme le Burkina. C'est-à-dire, est-ce que la révolution est possible, en fait? Et peut-être pour comprendre ta question, Olivier, qui est une question pointue, peut-être pourrais-tu déjà présenter ce mouvement, parce que peut-être c'est parce que quand même son action a commencé avant même, puisqu'il a... Enfin, je ne sais pas, est-ce que tu veux bien juste le présenter avant pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit? En fait, disons que ce mouvement, moi, je l'ai rencontré en cours de route. Disons que j'étais au début de sa mise en place, parce que je me rappelle que je voulais faire un portrait sur 2 artistes engagés, Samska et Smokey. Et ça, c'était à l'issue de mes études de master de réalisation. Et quand je suis parti pour les rencontrer et juste avoir des images afin de pouvoir convaincre des producteurs, c'est là que j'ai appris qu'ils vont créer un mouvement, parce que c'est dans le premier film, Place à la Révolution, où ils disent qu'ils vont abandonner les micros et prendre les balais.
En ce moment, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se prépare. Et donc, j'ai commencé à les suivre, à les filmer en me disant, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et ce mouvement s'est composé d'artistes, beaucoup d'artistes, des étudiants, des universitaires. En fait, ça regroupe beaucoup de monde, quoi, du Burkina et essentiellement des jeunes. Et donc, ce mouvement, ils ont mené leur lutte de 2012 à 2014 et qui a amené avec les partis politiques, qui a amené le Blaise Compaoré à quitter le pays. Et donc, c'est à la suite maintenant de cette fuite-là qu'il y a eu les élections. Et donc, il a joué un rôle décisif dans la chute Ah oui, ils étaient au cœur de cette insurrection-là de 2014. Et ton intérêt, il est antérieur, toi. C'était les deux artistes que tu voulais, dont tu voulais faire le portrait. C'était les deux artistes que je voulais, mais après, comme j'ai commencé à les filmer, ça s'est trouvé que c'est le mouvement qui prenait en marche. Et donc, le film a continué en même temps dans ce mouvement. Parce que les deux étaient quand même les leaders de ce mouvement-là. Et voilà. Et donc, quand je les ai filmés, j'ai fait le film Place à la Révolution. Et après, je me suis demandé, en fait, est-ce que leur rôle s'arrête là? Est-ce que la Blaise est partie, c'est fini, et ils repartent dans leur terreau et consorts? La question m'est venue, mais je me suis dit, non, il faut que je les suive encore pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Et c'est là qu'ils ont décidé d'amener les gens à aller voter parce qu'on a un changement. Il faut quand même que les gens puissent utiliser les bulletins pour faire le changement. Ils n'ont pas créé un parti politique, mais ils ont créé une association pour accompagner les gens et les aider à participer à Ils se réclament mouvement politique, mais pas un parti politique. Voilà, oui, on va y arriver, parce que c'est ça le début de la réponse à ta question. Et donc, pour continuer avec ce qu'Olivier disait, en fait, c'est à l'issue de ce premier film que j'ai décidé de continuer le tournage avec eux. Et donc, par exemple, le putsch n'était pas dans mon dispositif. Pas prévu, oui. Je n'ai pas prévu le putsch. Puisque tu n'as pas participé pour moi, c'était juste pour les élections, comment ils vont amener les gens à aller voter. Et tout d'un coup, patatras, il y a le putsch qui est là. Donc, je me dis, je ne peux pas faire fi de ça. Il faut que je filme. Voilà. Bien sûr. C'est-à-dire que tu as été toi-même surpris par le putsch, quoi. Ah, mais tout le monde était surpris. C'est ça. Alors, mais ma question, elle est justement une question de cinéma. C'est-à-dire que, parce que ce qui est frappant, c'est quand on voit le film, c'est un vrai film de cinéma. C'est-à-dire on n'est pas dans le reportage, on est dans un travail sur le réel quand même. Même dans la première partie, qui est l'histoire du coup d'État. Et donc, ma question, d'une part, c'est par rapport à cette première partie, comment toi tu réagis sur place, c'est-à-dire où est-ce que tu mets ta caméra, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu essayes de retenir. Moi, mon sentiment, ça a été que c'était sur la question de la stratégie, mais peut-être toi, tu as vu autre chose. Disons que pendant ce putsch-là, pour filmer, c'était quand même difficile. Je pourrais dire que pendant l'insurrection, on était plus à l'aise pour filmer que pendant le putsch. Parce que tous ceux-là qui étaient considérés comme des hommes des médias étaient ciblés par les milices. Et donc, pour moi, c'était dangereux de m'afficher réellement avec ma caméra parce que voilà, pour faire un film, il faut être vivant. Donc, il fallait trouver des moyens pour pouvoir filmer. Et à chaque fois que je voyais un cargo de militaires, je rangeais ma caméra. Et donc, il a fallu que je sois avec mes amis du ballet citoyen. Et pendant tout ce temps, c'est vraiment la stratégie qui se mettait en place de comment on contrecarre les milices. Et donc, voilà, il fallait que je filme ça seulement. Et c'est ça que tu as gardé au montage. C'est ça. Et c'est quand même étonnant, pour toujours continuer, puisque ta question, elle englobe tout le film, que toi, l'ami de ces gens-là, enfin, tu es proche d'eux, tu aurais même fait partie d'eux si tu n'avais pas de caméra. Tu aurais choisi le ballet. Non, je fais partie de ce mouvement. Et tu fais déjà partie du mouvement, mais tu as... Voilà. Et comment se fait-il que du début jusqu'à la fin, on ne te voit pas, on ne t'entend pas? Je veux dire directement, je ne parle pas en tant que metteur en scène, la mise en scène, elle est là. Mais comment tu as pensé ça au départ? Le fait que ils te connaissent, quoi. Je veux dire, quand tu les filmes, ils savent qui tu es, ils ne t'interpellent pas, tu ne parles pas, on n'entend pas ta voix, on ne te voit pas. Au début, je pense que j'avais prévu d'être là, d'être présent par la caméra, sans parler. Mais je pense que dans le film, il y a des moments où... tu as parlé. Je me surprends à parler et à intervenir, même dès le début. Voilà, j'interviens beaucoup. Il y a des regards caméra aussi. J'interviens beaucoup là.
Oui, donc pour poursuivre sur un peu cette analyse du film, quoi, dans les choix de montage qui ont été faits, donc ça a été, parce que j'imagine que tu avais pas mal de rush, et donc quelles ont été les scènes que tu as voulu privilégier dans cette première partie? Pour cette première partie, en fait, moi, c'était vraiment la stratégie qui se met en place. C'était pas de voir comment les militaires arrivent et les gens fuient, mais c'était de voir comment on arrive, on sait qu'il y a des militaires en face, mais on arrive à trouver, au lieu d'aller dans les maisons, on trouve des moyens pour contrecarrer ces militaires-là. Donc, c'est vraiment ce moment-là que j'ai voulu garder dans le montage. Et en fait, j'ai voulu montrer la détermination de cette jeunesse-là. Et donc, tout ce qui était de fuir, il y a des moments de fuite quand même, mais tout ce qui était de fuite, de se cacher, ça, j'étais quoi. Je n'ai pas voulu garder ces moments-là. J'ai voulu garder réellement la stratégie de résistance, quoi. Et alors, comme je disais, dans la deuxième partie, j'avais l'impression que c'était plus la parole qui était mise en exergue. C'est-à-dire que c'est ça que tu recherchais. Je pensais à Tahrir Revolution Square, par exemple, de Stefano Savona. Je ne sais pas si tu as vu ce film, qui est donc sur la place Tahrir en Égypte, donc la révolution égyptienne. Et là, très clairement, chez Savona, il y a cette recherche de la parole. C'est-à-dire il est complètement dans les événements aussi. Il y a les gens de l'arrière et les gens de devant, et il suit une femme qui transporte des cailloux, etc. Et en même temps, il va y avoir les gens qui déjà pensent à l'après, qui établissent des projets de constitution, etc. sur la place Tahrir, et il filme tout ça et il retient tout ça. Quel était, toi, ton projet par rapport à ce que tu as filmé? Parce que là, tu avais plus le temps de choisir tes angles de vue, on va dire, et également, bien sûr, au niveau du montage. Oui, par exemple, pour la deuxième partie, c'était beaucoup plus posé. Donc, on pouvait quand même avoir le temps de voir ce qu'on fait réellement. Et donc là, j'ai opté aussi pour entendre ceux-là qui participent à ce mouvement-là. Comment ils pensent de ce qui des élections, comment ils pensent l'avenir aussi. Voilà, et beaucoup plus aussi la parole dite par ces artistes-là qui chantent, qui déclament, mais qui appellent à plus de vigilance et plus de clarté, quoi. Donc la parole était centrale ici à ce moment. Parce qu'il y a quand même une sorte d'opposition quelque part entre les deux moments qui est très forte. Je veux dire, au départ, on a dans la première partie l'affrontement, véritablement. C'est des forces qui sont en jeu, quoi. Et le but, quand on fait du cinéma politique, c'est de montrer les rapports de force. Je veux dire, je me souviens par exemple de films sur les manifestations qu'il y a eu contre Fort Gnassingbé au Togo, par exemple. Il y avait forcément des scènes de foule, parce qu'il fallait pouvoir montrer la force du peuple, quoi, qui se rassemblait, quoi. Donc il y a l'affrontement, et puis dans la deuxième partie, on est au contraire dans un vocabulaire qui est celui de Smokey, qui est un vocabulaire très pacifiste. Et donc j'avais noté une citation qui est une citation de rap, quoi, qui dit on vote et on reste, à ta porte, jamais on agresse, jamais on ne s'abaisse. Donc c'est véritablement le contraire de l'affrontement armé, violent, etc. Donc là, il y a une sorte de dualité comme ça d'approche qui est, que je dirais volontiers, très fanonienne. C'est-à-dire, Fanon, il disait, face à la violence coloniale, il n'y a pas le choix, parce qu'avec le colon, il n'y a pas à discuter. Il ne sortira pas de son truc, il ne sortira pas de sa violence. Donc on peut lui opposer une violence. Mais par contre, le but, ce n'est pas d'être violent. Et donc, contrairement à ce que disait Sartre dans son introduction aux damnés de la Terre, il était absolument pas pour la violence en soi, quoi. Il était au contraire pour le respect de l'humanité, etc., à la Smokey, quoi. Oui, parce que la deuxième partie, c'est vraiment l'unisson, quoi. Allons aux élections sans qu'il y ait des bavures, mais restons focus sur les urnes pour qu'il n'y ait pas de fraude.
Ça, c'était l'esprit aussi. Et dans tes choix, dans ta préparation de cette partie-là, puisque là c'était vraiment ton projet sur la trilogie, etc., comment tu as pensé les choses? Non, je n'ai pas compris. Comment tu as pensé presque un traitement de documentaire, c'est-à-dire comment tu as élaboré cette deuxième partie? Disons que c'est, en fait, tout est comme la première partie. Non, je ne comprends pas. Parce que, en fait, je fais l'amalgame entre le premier film et le deuxième. Tu parles de... on parle toujours du même film, celui qu'on a vu. Hein, ok, d'accord. C'est-à-dire coup d'État d'une part et élection d'autre part, les élections 2015. Au moment où, par exemple, le putsch est passé, on a résisté au putsch, je me suis dit, il faut que je pose réellement la caméra, sans pourtant être sur pied, parce que j'ai voulu toujours être présent en mouvement, mais être posé, tranquille, écouter la parole et regarder les gens, saisir leur détermination, même si ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas dans la violence. Et je les ai suivis comme ça. Et pour moi, c'était pas... Je n'avais pas à intervenir beaucoup plus que ça. J'étais devenu comme le gars qui est dans le mouvement, qui observe, sans être loin de ce mouvement. Oui. C'est ça, c'est parce que si j'ai bien compris aussi ce que tu disais, c'est que c'est un film évidemment politique, mais c'est comme si c'était un film sur une bande d'amis. On voit un petit groupe, hein, souvent, alors que le mouvement il est quand même extraordinaire, quoi, je veux dire. Mais c'est vu à travers un petit groupe de personnes. Il y a quelque chose qui est de l'ordre presque de l'amitié et de ce lien que tu as avec ce groupe-là, et qui est très prégnant dans le film. Il n'y a pas de grand... tu vois ce que je veux dire? Oh oui, moi je me rappelle quand la première fois que le film a été montré, on m'a dit que c'est un film de famille. C'est ça. Et moi, j'aime bien parce que pour moi, c'est la famille que je filme. Sans être complaisant réellement. Mais pour moi, ce mouvement-là, c'est ma famille et je filme ma famille de l'intérieur. Oui, c'est des frères, un film de fraternité. C'est ça. Oui. Moi, ça a toujours été comme ça, donc je ne pouvais pas passer outre. Je ne pouvais pas passer outre en faisant semblant que... En fait, je viens juste, ils ont accepté que je les filme sans que je sois parmi eux. Et donc, pour moi, c'était laisser visible ce fait que je suis dans ce milieu et que je partage cette fraternité avec ces gars-là. Oui, parce que malgré, je veux dire, tu me corriges, hein, malgré la tension qu'on imagine, parce que c'est un coup d'État, c'est terrible, quoi. On ne sait pas trop dans quel sens les événements vont aller. Il y a une espèce d'euphorie amicale, et il y a des chants, il y a de la poésie, ils sont très beaux ces personnes que tu montres, et je ne dis pas qu'on oublie la tension, qu'on oublie le conflit, mais ce qui prime précisément c'est la circulation de cette amitié, de cette affinité que tu as avec ces gens-là, et qui montre l'euphorie avec laquelle le mouvement a commencé. Et en même temps, je pense que ça retransmet quand même l'ambiance de ce mouvement. C'est vraiment cette ambiance qui règne au sein de ce mouvement qui est retransmis, quoi. Oui, en fait, c'est un groupe d'activistes, quoi. Et comme le mouvement Y en a marre au Sénégal, etc., ce même type de mouvement citoyen. Mais je reviens un petit peu sur mon idée qui était quand même qu'on a l'impression que tu as la volonté de montrer que ce mouvement n'est pas un petit groupe fermé, mais qu'il développe par sa force interne une force qui se développe dans la rue, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive à porter un mouvement. Il est plus seulement la bande d'activistes, il est le porteur. Et notamment le personnage de Smokey, qui est quand même un rappeur, qui a beaucoup de succès, qui trouve les mots, qui sait parler aux gens. Et il y a une translation quelque part de cette force interne vers une force qui va être une force populaire. Ouais.
Disons que je ne sais pas quoi dire parce que tu as expliqué, pas vraiment de questions. Donc, mais la figure, par exemple, de Smokey et de Samska, c'est des gens que, si à la base j'ai voulu faire un portrait sur eux, c'est parce que c'est des gars qui arrivent à partager leurs vibrations. Mais les portraits, ils sont. Tu fais le portrait. Oui, mais je parle du portrait uniquement sur eux au début. Et c'est cette vibration qui m'a interpellé au début. Et c'est des vibrations qui sont diffusées dans le mouvement et qui transcendent le mouvement pour toucher d'autres personnes. Et tu n'as jamais été tenté de montrer l'adversaire, quoi, l'ennemi ou quelque chose qui viendrait de... Tu vois, on ne voit pas. Je pense que j'ai été tenté, mais je ne pouvais pas. Oui. À ça, je ne pouvais pas parce que c'est comme je le disais, tu as une caméra braquée quelque part et le militaire, même s'il est au loin, tu peux recevoir une balle. Donc, du coup, même si j'avais envie, tu vois, de montrer par moment que les militaires, pour qu'on voit quand même les militaires, les adversaires, en fait, je n'osais pas. Parce que c'est vrai, il faut avoir le courage, il faut le faire pour le cinéma, mais je me suis dit, ça ne sert à rien de vouloir les montrer. Mais on ne le perçoit pas comme une fuite ou comme une peur, on le perçoit comme un choix, justement, dans le film. Oui, mais on le perçoit comme un vrai choix. Oui, mais c'est ça, je dis, si je faisais ce choix, et je pointais ma caméra vers ses adversaires et je recevais une balle, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce film. Tu ne vas pas pouvoir... Par contre, je pense que ces adversaires existent sans qu'on les voit. Donc, moi, ça me suffisait largement que de prendre une balle parce que, voilà, c'est... Il faut vivre pour faire la révolution. Pas... Contrairement à Sankara qui a donné sa vie, moi j'aimerais bien quand même continuer à faire autre chose. Et si on déroule le film, on arrive à la fin et la fin est quand même très... Je veux dire, alors l'image, la dernière image du film, c'est un homme qui traverse la rue là, avec un bidon qui fuit. C'est-à-dire qu'il est allé chercher de l'eau, mais le bidon il doit être rouillé, etc. Donc il en perd la moitié au passage. Donc il y a une sorte de métaphore là-dedans. Et la discussion qui précède, qui donc clôt le film, est l'expression d'une aporie, c'est-à-dire d'une contradiction insoluble, puisque à un moment, il y en a un qui dit la conclusion du film, qui est de dire on ne peut pas demander à ce peuple d'élire un président révolutionnaire. Parce qu'effectivement, la révolution, on l'a fait, mais on ne la fait pas par les élections. C'est un peu sa conclusion. Et donc, on est un petit peu dans quelque chose qui, au niveau du discours politique, coince complètement. C'est-à-dire que... Parce que qu'est-ce qu'on fait ? On est révolutionnaire, mais on ne peut pas faire la révolution parce que la révolution, elle a déjà été faite pour chasser le dictateur et que du coup, on ne peut pas faire la révolution tous les 15 jours. Et qu'en même temps, ce n'est pas par les élections, on voit bien qu'on va y arriver. Parce que la question était parce qu'on s'est dit, est-ce que ce n'est pas finalement les billets de banque qui ont joué le grand rôle dans les élections. Et si le peuple préfère les billets de banque, ce n'est pas un révolutionnaire qui vont voter. Donc voilà pourquoi on dit ce ne serait pas un révolutionnaire en tout cas qui vont voter, pour le moment en tout cas. Maintenant, quelle sera la solution ? C'est quoi la suite ? Voilà. D'ailleurs, on ne va pas monopoliser la parole et ne pas lui donner la possibilité de s'exprimer, mais on a envie de dire des choses, mais tu nous dis si on a raison ou pas. Mais... aussi paradoxal que ça puisse paraître, ce film qui est un film de proximité, on va dire, d'amitié. Tu suis des gens que tu aimes, dont tu es proche, d'un mouvement auquel tu fais partie, et ça va jusqu'au bout. Mais, on a l'impression qu'il traduit un discours aussi sur la révolution, presque, j'allais dire, philosophique. Deleuze disait, pour toutes les révolutions, il dit, il y a un moment de la révolution, qui est le moment du devenir, et après, il y a un moment de l'avenir. C'est-à-dire un moment d'euphorie, d'explosion de quelque chose, et puis, les révolutions sont presque tous confisquées, quoi. Or ça, on le sent dans ta façon de filmer, dans la manière dont on les voit chanter au début, on les voit engagés, on les voit, etc. Et à la fin, effectivement, ça devient beaucoup de désillusions, le discours devient... Et ça, c'est venu comment ? C'est-à-dire, tu étais conscient de ça. Enfin, tu ne peux pas être conscient de ça parce que tu ne sais pas comment les choses allaient évoluer, mais
Mais au montage, tu avais cette conscience-là de ce que disait Olivier, de ces deux parties, une partie euphorique au début, etc., et puis une deuxième partie où ça devient plus... Dès le moment où le film a été tourné, c'est fini, au montage, on s'est dit à un moment donné, voilà comment on va monter le film. Maintenant, quels sont les éléments qu'on met dedans? Ça, c'était déjà calé. On savait qu'il y aura une première partie qui sera résistance au putsch avec les militaires et une deuxième partie au niveau des élections. Ça, c'était déjà calé. Et maintenant, c'était quelle image on met dans ces parties-là. Là, il a fallu chercher longtemps avant de trouver des moments. Et pour revenir à ce que Olivier disait par rapport à la désillusion à la fin, ça on était tous étonnés, pas tous, parce qu'il y a certains qui croyaient, qui savaient que ça ne pouvait pas changer. On savait qu'avec ces mêmes personnes, on ne pouvait pas avoir le changement. Par contre, il y a l'espoir qui se dégage quand même parce qu'on sent qu'il y a eu un changement. Il y a eu au moins, on sait que par exemple, il y a eu des élections où il n'y a pas eu assez de fraude. Oui. Ça, quand même, c'est un acquis au Burkina Faso. Oui. Toi, tu connais le Burkina, tu connais comment se passent les élections un peu. Et donc, ça, c'est un acquis. On s'est dit, il y a un espoir, mais il reste encore à faire. Il y a un travail à faire. Donc, il y a cette marche de la révolution qui est un peu par étapes. Des petites victoires qu'on engrange et pour peut-être un jour prendre la grande victoire. On ne sait pas. Oui, alors ça, moi, ça me semble fondamental ce que tu dis là, c'est-à-dire que ça reprend un petit peu ce que disait Tahar sur la question du groupe de copains, etc. C'est-à-dire qu'il y a une véritable énergie citoyenne, on va dire, qui se développe, qui confère ensuite une force à une population. Et ensuite, oui, le résultat, il n'y a pas d'illusion à avoir, mais à travers le film, on a quand même l'impression de quelque chose qui me semble être une des fonctions du cinéma, qui est de dire il n'y a pas de lutte perdue. C'est-à-dire que même si le résultat n'est pas là, même si la révolution n'est pas faite, mais je veux dire, il y a quelque chose qui en reste. Il y a, comme on dit en Tunisie, depuis la Révolution, la Révolution n'a pas donné une situation ensuite révolutionnaire, mais la peur n'est plus la même, la parole n'est plus la même, etc. Quoi. Les esprits se sont ouverts, il y a quand même des acquis. Quoi. Par exemple, un des acquis, c'est qu'on sait qu'il serait difficile pour un président de vouloir faire plus de 2 mandats au Burkina. Donc, voilà. Sébastien, il y a des questions? Est-ce qu'on a des questions? Oui. Oui, il y a bonsoir, plusieurs commentaires et questions dans le public via le chat. D'abord, une question de Cathy qui justement trouvait que les citoyens qui s'expriment dans votre film ont une analyse politique assez fine. Et elle se demandait si c'était une classe sociale particulière ou si c'était des citoyens, simples citoyens de différentes classes qui s'exprimaient dans certaines scènes. Je réponds en même temps. Oui. Disons que, comme dans le film, ça a été dit, parce que je pense le Burkina Faso est le pays le plus politique au monde qu'ils connaissent. Et effectivement, au Burkina, je pense que la conscience politique est tellement présente que même les petits-enfants parlent politique. Dans la rue, on parle politique, dans les maquis, on parle politique. C'est rare, par exemple, de voir 2 Burkinabés qui sont assis dans un maquis en train de boire leur bière sans parler de politique. Ça, c'est cette conscience politique-là. Je ne sais pas si c'est dû à l'histoire du pays, ou par exemple, je sais qu'au Burkina, on a été l'un des premiers pays à faire une insurrection populaire. C'était en 1966. Après, on a eu des coups d'État. On a eu quand même Sankara. Et donc, je pense que l'histoire politique du Burkina fait que les Burkinabés ont ça dans leur sang, quoi. Alors, il y avait une question un peu dans la même lignée de Frédéric du Havre. Pour quelle raison, justement, la population plus âgée n'a-t-elle pas suivi dans son vote le mouvement démocratique? Alors là, c'est une question, je ne sais pas comment répondre. Pourquoi ils n'ont pas suivi? Je ne saurais pas vraiment, mais je pourrais tenter de dire que la population les plus âgées sont un peu conservateurs.
depuis longtemps, quand même, il faut le dire, Blaise a travaillé à cantonner les gens dans un seul esprit. Il était difficile, par exemple, de parler de Sankara. Moi, je me rappelle une fois, quand j'étais étudiant, on était devant la porte d'un ami, on bossait, on révisait les leçons. Et un temps, il y a eu un débat où on parlait de Sankara. Et le tonton, il est sorti, il nous a dit... Qui ça? Le tonton. Le tonton, c'est le papa de mon ami devant lequel on était. Oui. Et il nous a dit de quitter devant sa porte. Ici, devant sa porte, on ne parle pas de Sankara. Mais beaucoup des années plus tard, quand j'ai fait Place à la Révolution, et je devais faire l'avant-première, j'ai partagé des cartes d'invitation un peu dans le quartier. Et lui, il n'avait pas eu de carte d'invitation. Après, il s'est plaint. Et il m'a même dit, lui, il pouvait être dans le film parce qu'il pouvait témoigner de la période Sankara. Et c'est pour dire comment, pendant la période de Blaise, comment les gars n'osaient pas, surtout les plus vieux, ils n'osaient pas parler de Sankara parce qu'ils avaient peur de la répression. Et donc, peut-être, si les gars n'ont pas adhéré, c'est peut-être dû à la répression qu'ils craignaient ou quelque chose, je ne sais pas. Alors, je complète le petit commentaire de Frédéric qui souhaite bon courage à tous ces jeunes qui œuvrent pour la démocratie face au régime autoritaire. Il précise souvent imposé par les pays occidentaux et face aux dérives terroristes. Et alors, il y a une autre question de Alain qui s'interroge sur la place des femmes dans le mouvement et du coup dans votre film. Dans le film, il y a une figure féminine qui est là, qui représente. C'est vrai que dans le mouvement, on n'a pas autant de femmes que d'hommes. Voilà, c'est un peu, même dans la situation politique, les femmes sont souvent à l'écart. Est-ce qu'on les met à l'écart ou bien c'est elles qui se mettent volontairement à l'écart? C'est le débat. Mais Fatih, par exemple, qui est dans le film, elle est dirigeante. On l'appelle l'Amazone, quoi. C'est vraiment celle qui représente, vraiment, c'est pour moi, quand on parle de féminisme, de femmes leaders, moi, je n'ai pas besoin qu'elle me dise qu'elle est féministe ou quoi. Pour moi, elle a son rôle, elle a sa place qu'elle assume. Et donc, voilà, donc si je n'ai pas filmé beaucoup de femmes, il y a quelques-unes aussi qu'on voit mais qui n'interviennent pas. C'est parce que au sein du mouvement, c'est ce qui représente le mouvement, quoi. Il y a peu de femmes que d'hommes. Et en off, là, avec Jean-Loup, Jean-Loup, on a la chance d'avoir avec nous, c'est notre invité Jean-Loup Amsel, qui est anthropologue, évidemment, qu'on n'a pas besoin de présenter. Et oui, Jean-Loup. Écoute, moi, je ne suis pas un spécialiste de cinéma. Hein. Je suis pas cinéphile, mais pas spécialiste de cinéma. Non, ce qui m'a frappé, j'ai beaucoup aimé le film de Kiswen Sida Parfait Caboret, parce que je trouve qu'il y avait beaucoup de saveur, de fraîcheur et d'humour, en particulier quand il filme tous ces différents rappeurs là. Je trouve que c'est vraiment super. Alors, et puis je trouve que c'est bien que ce film soit fait parce que bon, c'est à l'époque, au moment où Blaise Compaoré va passer en jugement pour l'assassinat de Thomas Sankara. Alors, je dois dire que j'ai vu le film avant d'avoir lu le documentaire, parce que c'est un documentaire, avant d'avoir lu le titre, et je trouve que le titre dit bien le propos le fil conducteur du film. Après la révolte, ton vote. Je n'avais pas remarqué le titre, mais c'est en regardant le programme là, que j'ai vu que c'était comme ça que c'était formulé. Et au fond, moi je trouve que ce documentaire, mais ça a été dit d'ailleurs par Olivier Barlet déjà, au fond c'est un film fondamentalement, je pense, sur le désenchantement de la démocratie. Désenchantement de la démocratie parce que déjà, l'un des mots d'ordre récurrents du film, c'est « je vote et je reste ». Je vote parce que, d'une certaine façon, je crois en la démocratie, mais je reste pour contrôler que les procédures démocratiques sont bien appliquées dans les procédures de vote. Donc, je vais tester la démocratie jusqu'à ses limites. En fait, c'est un peu ça que disent les différents protagonistes du film. Mais en même temps, il me semble que les différents acteurs, puisque ce sont des acteurs, bon, ce sont des personnes qui sont filmées, mais ce sont les acteurs du film,
nous n'y croyons pas vraiment à la démocratie. Nous n'y croyons pas vraiment parce qu'au fond, ces hommes politiques, ce sont tous les mêmes. Ce sont tous les mêmes, ils appartiennent tous au même monde. Et donc, c'est ce qui apparaît dans la discussion. Il y a une discussion à un moment dans un salon, une espèce de salon, là, où il y a un groupe d'amis qui disent « mais un tel de tel parti, il a Thierry dans tel autre parti ». Enfin, je ne me souviens plus des noms du parti, mais enfin, en fait, on a l'impression d'une galaxie à l'intérieur desquelles les différents acteurs politiques se meuvent, comme en France, quoi. C'est un peu la même chose, d'ailleurs. C'est pas vraiment différent du Burkina. Donc, finalement, il y a quelqu'un qui dit, mais je crois que ça a déjà été dit par Olivier Barlet, au fond, les élections, c'est une affaire d'argent. Hein, parce qu'au fond, ceux qui sont élus, les présidents ou les députés, c'est ceux qui distribuent le plus d'argent. D'ailleurs, c'est un peu au Mali, c'est un peu la même chose. Le parti qui remporte les élections ou le président qui rapporte les élections, c'est celui qui donne le plus d'argent. C'est ça. Donc finalement, ce qui transparaît en filigrane dans ce film, tout au long, c'est la figure tutélaire de Thomas Sankara, qui apparaît comme une espèce de prophète, en fait. Hein. Le prophète, d'ailleurs, ce qui revient aussi plusieurs fois dans le film, ce qui ça m'a frappé, c'est les mots d'ordre cubains, la patrie ou la mort, et on vaincra, hein, la patria o muerte, venceremos. Donc il y a une espèce de prophétisme là, révolutionnaire, mais en même temps qui s'inspire de la révolution cubaine. Et c'est ça, au fond, qui est là. Donc ce désenchantement démocratique, qui a des aspects positifs, enfin, comme ça a été dit, en même temps se transforme en une espèce de prophétisme qui s'incarne dans la figure de Thomas Sankara, qui devient une espèce de figure tutélaire d'une révolution à venir, peut-être, souhaitable, mais dont on ne sait pas si elle se produira. Donc ça devient une espèce de personnage religieux, finalement. Et pour finir, je pense qu'effectivement, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le personnage de cette militante, là, c'est Fatih, qui, dans le bus, dit mais moi je suis contre les quotas genre. Parle dans le micro. Oui. Qui dit je suis contre les quotas genre, le quota de femmes en politique, parce qu'on lui dit mais il faudrait quand même qu'il y ait plus quelqu'un lui dit mais il faudrait qu'il y ait plus de femmes en politique, plus de femmes députées, etc. Enfin ce qu'on entend ici aussi en France, ou partout d'ailleurs dans tous les pays, qui dit mais moi je suis contre les quotas genre. Elle le dit 2 fois, 3 fois, etc. Et en fait les femmes doivent occuper la place à laquelle elles ont droit par la lutte, et non par les quotas, dire voilà, il faut tant de femmes députées, il faut tant... Voilà. Et moi, je trouve qu'elle est admirable, d'ailleurs, cette personnage très cette militante. Et, non, mais tout ça pour dire que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, très vivant, et plein de saveurs et de fraîcheur et d'humour, quoi. Bravo. Merci. Merci. Et alors je complète, puisqu'il y a un message de félicitations aussi dans les commentaires, un message de Laurent Chevalier. Donc il dit « Félicitations pour ce cinéma engagé en immersion et sincère, la caméra rafale dans la grande tradition du cinéma direct, fier d'avoir un peu contribué à l'émergence de ce talent. Petit Galadio est devenu grand parfait. » Je pense que... Laurent Chevalier, il a été mon encadreur à comment tenir la caméra. Et honnêtement, merci Laura, parce que ce qui m'a appris, ça m'a permis de pouvoir tenir la caméra dans ce genre de situation. Merci Laura. Alors, oui, vas-y, ça y est. Allons au fond des choses, parce qu'il y a deux moments dans le film, 2 ambiguïtés extrêmement troublantes dans le film et très intéressantes. D'abord, quand ils disent « nous ne sommes pas nous, ce n'est pas la société civile, nous sommes un mouvement politique ». Et ils insistent sur ça. Mais nous ne sommes pas un parti politique. C'est ça. Et c'est une définition assez singulière, quoi, je veux dire. Hein. D'une part, tu vas me dire après. Et ça définit presque toute leur manière d'être, de dire les choses, etc. Parce qu'il y a quelque chose de très limite dans ce qu'ils font. On les voit très engagés, en même temps, entre guillemets, neutres, quoi. Neutres et pas neutres. Et puis, à la fin, quand il y a eu ce débat autour de la démocratie et la révolution, il y a quelqu'un qui a dit « mais ce n'est pas par le vote et par les urnes qu'on va avoir un révolutionnaire ».
c'est comme s'il disait, un révolutionnaire, il vient par quoi? Il vient comment? Par une insurrection violente, par un coup d'État, comment? Et là, il y avait quelque chose tu ne l'as pas réglé. Enfin, c'est pas réglé dans le film. C'est laissé comme ça. Ouais, disons que pour le premier, c'est l'ambiguïté entre mouvement politique et mouvement civil. C'est ça. En fait, là, les gens ont tendance à dire, par exemple, nous sommes une association apolitique. Ce qui, pour moi, est aberrant parce qu'on n'est jamais apolitique. Chaque être humain a quand même son parti pris, donc c'est de la politique. Et donc, ce mouvement vient, il assume son rôle. Ils ne se cachent pas derrière des mots pour dire non, je suis apolitique. Non, ils assument leur rôle en disant nous sommes politiques parce que nous agissons dans la sphère politique. Ça. Par contre, nous ne sommes pas un parti politique parce que nous ne voulons pas briguer la magistrature suprême ou bien être des députés. Oui, personne n'est candidat. Personne n'est candidat. Par contre, ils ne sont pas la solde d'un parti non plus. Non. Par contre, récemment, il y a des anciens membres, parce que dans le mouvement, il n'est pas permis d'être dans le mouvement et de prétendre à un poste électif. Ça. Et donc, il y a des gens qui sont des anciens du mouvement, qui se sont retirés du mouvement et qui ont créé leur mouvement à part pour briguer parce que le règlement l'interdit. L'interdit, catégoriquement. Voilà. Donc, si tu veux faire de la politique politicienne, tu quittes le mouvement et voilà, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais tu ne peux pas être dans le mouvement et vouloir en même temps jouer dans la classe des politiciens. Mais tu ne peux pas non plus dire juste je suis la société civile, je suis une association civile, je suis une association politique. Non, si, il y a des gens qui le disent. Ils vont dire par exemple qu'ils sont des organisations de la société civile. Mais ça, je pense que c'est de l'hypocrisie en le disant parce qu'on se cache derrière les termes sans s'afficher réellement. Si ça chauffe, ils vont dire par exemple, ah non, nous on n'intervient pas dans la politique. Par contre là, ils affirment et ils assument. En fait, on est un mouvement politique parce qu'on veut intervenir dans la sphère politique. Voilà. Et pour ce qui concerne Quand il dit ouais, de toute façon les urnes, ça n'amène pas... Ouais, c'est ce qu'on disait avec Olivier Barlet. En fait, dans un pays où, par exemple, les billets comptent pour avoir des voix, on se demande, le président révolutionnaire, normalement, il ne va pas user de billets de banque. Comment il va arriver au pouvoir? Donc voilà pourquoi on dit ce président révolutionnaire ne viendra jamais par les urnes. Parce que si c'est l'argent qui doit t'amener aux urnes, il n'y aura pas de président révolutionnaire parce que normalement, le président révolutionnaire ne va pas payer des voix. Et donc, disons que pour le moment, il ne va pas venir des urnes. Mais est-ce qu'il y aura un changement de mentalité? Est-ce que les gens vont comprendre réellement pour qui ils votent? Et en ce moment, peut-être qu'ils pourront voter un président révolutionnaire. Parce qu'on pourrait penser, s'il ne vient pas par les urnes, il viendra par les armes. Non? Oui, on peut l'entendre ainsi. On peut l'entendre ainsi comme Sankara qui est venu par les armes sans effusion de sang. J'ai fait la précision parce que c'est capital. Je pose cette question précisément pour souligner ce que nous n'avons pas arrêté de dire maintenant, c'est que la figure, elle revient de Sankara, et le paradoxe de ce personnage, qui effectivement, il n'est pas venu par les urnes, ouais, c'est ça. Mais que c'est aussi un révolutionnaire. C'est un révolutionnaire, mais qui a instauré, par exemple, comment ils appellent ça, l'ADP, démocratique populaire, j'oublie le terme, excusez-moi, participative. En fait, Sankara, il a été révolutionnaire. C'est vrai que sa venue, c'est pas les armes, ça a été un coup d'État, mais il a quand même imposé un semblant de démocratie révolutionnaire. Et donc, on se dit que, moi par contre, personnellement, je ne suis pas contre que, par exemple, un président vienne par, je ne dirais pas par les armes, mais par la force, et qui s'impose, mais un président qui veut vraiment travailler pour le pays. Moi, par exemple, Sankara, il est venu par les armes, moi, ça ne me dérange aucunement. Ça ne me dérange aucunement, tant que c'est pour que le peuple puisse vivre bien, dans la paix et voilà, dans la quiétude et manger à sa faim. Moi, je n'ai pas de problème. Par contre, entre celui qui vient par les armes et qui fait le bien de sa population et celui qui vient par les urnes, mais qui tue sa population, le choix est fait, quoi. Moi, je préfère celui qui est venu par les armes et qui préfère son peuple, quoi. Voilà.
Oui, moi, Sébastien, tu as d'autres. Moi, pour rebondir sur tout ce qui se dit là, parce qu'on est un petit peu sur tout ce sujet de la question politique, en fait, pour revenir aussi sur la question du désenchantement dont parlait Jean-Léon Psel. Moi, et sur la question de Cathy tout à l'heure, moi, ce qui me frappe, c'est que je me souviens d'un FESPACO, je crois que c'était 2013, en tout cas, c'était avant la chute de Blaise. Et où les autorités avaient viré tous les étudiants parce que les étudiants manifestaient, il y avait des sortes d'émeutes, quoi. Et donc il fallait tuer ce mouvement dans l'œuf, et donc ils les avaient tous envoyés chez eux. Hein, il n'y avait plus de restaurants à l'université, etc. Donc s'ils voulaient bouffer, il fallait qu'ils rentrent au village. Et c'était ça. Hein. Et tout ça donc pour que les journalistes internationaux qui venaient au FESPACO ne voient pas la contestation populaire. Et quand on pense au Burkina, quand on écoute un petit peu le discours des gens qui travaillent dans les ONG, etc., ils disent toujours « Ah, les Burkinabés sont gentils », etc. Enfin, je veux dire, il y a une sorte de discours comme ça sur le Burkina, comme quoi c'est un pays qui est enclavé, qui bouge pas trop, quoi. Et c'est complètement faux. Ouais, c'est-à-dire que, et ce qui me frappe, c'est qu'il y a une sorte de récit national, parce qu'on ne fait pas une révolution sans un récit national aussi, quelque part. Enfin, je veux dire, on a besoin de se constituer en tant que peuple, on a besoin d'un récit, quoi. Et en fait, Sankara fait complètement partie du récit national, c'est-à-dire que Blaise, il n'y a pas d'illusion, quoi. Il n'y a pas d'illusion sur sa position, sur ce qu'il a fait, etc. Et d'ailleurs, le procès qui va venir maintenant va confirmer les choses, quoi. Et on voyait ça bien avec l'épisode de Norbert Zongo aussi, où il y a quand même eu un mouvement énorme, finalement, au sein de la population pour tirer les ficelles, essayer de tirer les ficelles d'un assassinat politique d'un journaliste qui cherchait là où il ne fallait pas chercher. C'est ça. Oui, exactement. Par exemple, en 1998, je pense même que le début même, je pourrais dire ça, peut-être je me trompe, mais le début du mouvement Le Ballet Citoyen vient même de ce moment-là de 1998 parce que c'est des individualités qui étaient engagées quand Norbert Zongo a été assassiné, qui se sont retrouvées pour pouvoir créer ce mouvement parce qu'ils se sont rendus compte à un moment donné que ça ne marche pas, en fait, individuellement, et dans certains mouvements, ça ne marche pas. Donc, il fallait fédérer ceux-là qui y croyaient vraiment. Donc, ils se sont retirés. Donc, par exemple, la mort de Norbert Zongo, ça a secoué le pays. Blaise, ça l'a chauffé, même s'il a eu la chance de rester encore. Mais quand même, ça a été chaud là. Et le cinéma n'a jamais cessé d'accompagner ces mouvements. Je veux dire, le festival Ciné Droit Libre est quand même un mouvement qui est né un festival qui est né au Burkina, qui s'est retrouvé aussi en Côte d'Ivoire, etc., mais qui est un cinéma proprement politique, quoi. Enfin, en tout cas, un festival de cinéma politique. Ouais, parce que le ballet citoyen, le Ciné Droit Libre est né de la censure. Je pense qu'ils avaient fait un film sur Norbert Zongo qui a été censuré partout. Et du coup, ils se sont dit, si on nous censure, on crée notre plateforme et voilà, on passe les films. Et donc, l'idée est venue de là. Et depuis lors, ils présentent des films engagés. Comme ça. Tout à fait. Mais concrètement, les jeunes que tu filmes, ils participent un peu au film ou pas? Comment quand tu filmes? Quand tu dis participer, c'est... Je ne sais pas, ils voient bien que tu es là, tu es avec eux, tu filmes. Est-ce qu'ils interviennent, ils disent des choses, tu leur montres des rushs, En fait, je pense que pour l'anecdote, par exemple, pour le premier film, je reviens tout le temps parce que quand même ça fait partie de l'histoire. Pour le premier film, j'ai commencé à filmer, je pense, 2012, où ça mettait en place la contestation. De 2012 jusqu'en 2014, après la chute de Blaise Compaoré. Et quand j'ai filmé, il mettait du temps parce que je n'ai pas eu de financement. Et donc, comment j'allais faire pour sortir ce film, je ne savais pas. Je suis à la base un peu monteur. Et donc, j'avais commencé à monter le film moi-même, seul. Et je suis arrivé à 7 heures de film où je ne pouvais plus rien couper. C'était impossible pour moi de couper un morceau. Et là, j'étais bloqué. Et donc, ça a mis du temps. Et des gens qui ont commencé à tourner juste quelques jours, juste avant la chute de Blaise Compaoré, ont sorti leur film. Et au sein du mouvement, ça a commencé à craindre un peu, est-ce que, par exemple, il n'a pas vendu les images, est-ce que lui, il n'a pas menti, est-ce qu'il fait faire réellement des films, le film?
Et donc, à un moment donné, j'étais embêté parce que c'est comme si j'ai filmé sans faire un film. En fait, pour vendre les images peut-être à la télé ou quelque chose d'autre. Et c'est quand j'ai sorti le film, et ils ont vu le film, ils ont dit, on comprend pourquoi tu as mis du temps avant de sortir le film. Ils ne savaient même pas que c'est parce que c'est manque de moyens. Donc en fait, même le premier, que ce soit le premier ou le deuxième, il ne s'affiche pas comme si, en fait, je ne suis pas là, en fait. Il me parle comme si j'étais là à une réunion, sauf que j'ai une caméra en plus. Donc, ils ne viennent pas s'adresser comme ça. C'est par moments des trucs de blague où ils s'adressent à moi. Voilà, sinon, ils ne s'adressent pas directement en disant, il fait un film, donc je lui parle, quoi. Non, il me parle comme si j'étais là à une réunion. Comme si tu n'avais pas de caméra. C'est ça. Voilà. Et après, ils ont vu? Oui, ils ont vu les deux films. Ce film-là, ils l'ont vu lors d'un ciné droit libre. Je pense que c'était 2019. Ouais. Ciné droit libre 2019. On a fait ça en plein air avec environ 600, 700 personnes, je pense. Même plus. Avec le public? Oui, avec le public. Ouais. Voilà. Ouais. Et plus généralement, la réception, elle a été montrée comment au Burkina? Je l'ai montré d'abord pendant le festival Ciné Droit Libre dont Olivier parlait. Et donc, il y a eu la première projection à l'Institut français dans une salle un peu avec les commodités qu'il faut. Et deuxièmement, en plein air où il y a beaucoup de personnes. Et ça a été bien reçu. Et à chaque fois quand je montre ces films, ce qui me réconforte, c'est quand ces personnes-là disent « En fait, on ne savait pas qu'on a fait ça ». Et ça me réconforte. Je me dis, en fait, j'ai fait œuvre utile parce qu'ils se voient autrement. En faisant, par exemple, en étant dans la rue, ils ne savaient pas réellement ce qu'ils faisaient. Mais en revoyant leurs images, ils se disent « Ah ouais, on ne savait pas qu'on a fait ça ». Et c'est comme une reconnaissance, quoi. Ouais, et ça me fait plaisir. Il y a aussi une dernière chose, là, c'est dans le générique, il y a des radios qui sont nommées, notamment Radio Oméga. Et il y a une radio Renaissance aussi. Donc tu as pris des éléments sonores comme ça. Ces radios, Radio Oméga, c'est une radio permanente, je crois. Et Radio Renaissance, c'était... c'est la radio de la résistance. Plutôt. Ça a été vraiment de la résistance, c'est ça, oui. Ça a été une radio qui s'est constituée avec des gens de radio comme ça au moment du coup d'État, quoi. Oui, la radio de la résistance, c'est qu'à un moment donné, pendant le coup d'État, il y avait la censure et les radios qui essaient de passer les informations sont un peu censurées. Et donc, il y a eu des professionnels des médias qui étaient un peu dans la résistance aussi, ont créé, ils ont je pense que je ne sais plus c'est quelle radio, ils ont utilisé les émetteurs pour pouvoir passer les informations, pour donner les informations de où sont les militaires en fait, et les stratégies de lutte, quoi. Et je pense que cette radio qu'ils ont utilisée pour passer l'information a été brûlée, je pense, par les militaires. Et donc il a fallu à un moment donné utiliser Internet pour créer cette radio de la résistance. Voilà. Et donc moi, en utilisant ça, et même la voix off, j'ai voulu le faire, parce qu'il y a de la voix off, et j'ai voulu le faire en radio, pour quand même rendre hommage à cette radio qui a joué le rôle, quoi. Donc c'est le deuxième film d'une trilogie. Tu attends un autre événement pour le troisième film? Non, je ne pense pas que le troisième volet ne va pas être dans l'urgence comme les deux autres. Je pense que ça va être bien écrit, très bien écrit, je pense, parce que c'est ce que j'envisage de faire, parce que j'ai envie de voir autre chose, de questionner autre chose, par exemple questionner l'imaginaire burkinabé, parce que je me suis dit que si on a fait une révolution et ça n'a pas donné comme on l'espérait, on ne peut pas dire que ça n'a pas donné, ça a donné, mais on s'entraînait à plus. Et si on a fait des élections qui n'ont pas changé réellement les choses, je me dis qu'il faut qu'on creuse aussi du côté de notre imaginaire. Et ça, c'est quelque chose que des jeunes au Burkina le font. Par exemple, au sein du mouvement de ballet citoyen, il y a des étudiants qui deviennent par exemple des professeurs sous les arbres et qui apprennent l'histoire burkinabé à d'autres jeunes. Et pour moi, c'est une histoire à documenter parce que tant qu'on
on ne peut pas aller loin si on connaît pas, on n'a pas nos référents. Tant qu'on ne connaît pas, par exemple, ceux-là qui ont été nos héros. Sankara, on le connaît, oui, mais par exemple, combien de gars connaissent, par exemple, la charge de Kourkanfouga au Mali? Je pense que peu de gens savent que, par exemple, la charge de Kourkanfouga, c'est quand même l'ancêtre de la Déclaration des droits de l'homme. Et donc, c'est quelque chose que moi, je me dis, il faut qu'on l'enseigne, il faut qu'on le documente, il faut quand même le montrer au monde, quoi. Et c'est sur cette vision que je parle. Mais avant ça, j'aimerais bien faire un film sur ma mère, en fait, histoire de voir du côté aussi de la révolution au niveau des femmes. Parce que j'estime que ma mère est révolutionnaire quelque part. Et donc, j'ai envie de documenter ça aussi avant de poursuivre sur le 3e volet. D'accord. Ben, très bien. Merci. Il n'y a pas de... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce film. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de participer à ce débat. Et on espère que tu feras le 3e et qu'on le verra aussi ici. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Bonne soirée à tous.